Alors on passe à la phonétique, si vous êtes d'accord. La dernière fois, je vous ai introduit pas mal de concepts et d'idées et de terminologie phonétique. Alors je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de digérer tout ça, ou si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris certaines formules, certaines expressions. Je vous rappelle encore une fois, je le rappelle continuellement, mais c'est vraiment très important. Faites attention à la phonétique, c'est l'obstacle le plus important. Et puisque la partie phonétique se concentre surtout dans la première partie du cours, parce que c'est la partie médiévale dans laquelle il y a l'évolution la plus importante, c'est bien de travailler sur la partie phonétique immédiatement. Et donc de poser les questions aussi immédiatement si vous en avez, sans hésiter. Alors, aujourd'hui, on doit introduire d'autres concepts fondamentaux. Notamment, alors on a parlé, je vous ai parlé du latin vulgaire, maintenant on parle vraiment du passage au français. On distingue l'évolution phonétique en plusieurs parties. On travaille d'abord sur l'évolution vocalique, sur le vocalisme, évolution des voyelles, et ensuite sur le consonantisme, évolution des consonnes. À partir du vocalisme, on distingue aussi deux types d'évolutions différentes selon la nature des voyelles. Donc il y a une évolution qui concerne les voyelles toniques, c'est-à-dire les voyelles accentuées, les plus fortes, et un autre type d'évolution qui concerne les voyelles atones, c'est-à-dire les voyelles plus faibles, qui ne sont pas accentuées. À l'intérieur des voyelles toniques, on fait une autre différence, une autre partition. L'évolution peut être spontanée, naturelle, en suivant l'évolution de la langue, ou alors influencée par un autre élément, un autre son. Et dans ce cas, on parle d'évolution conditionnée. Donc spontanée, naturelle ou conditionnée. Autre distinction, donc vous voyez que faut bien concerne la position et la nature de la syllabe dans laquelle l'évolution a lieu. Parce qu'une chose, un type d'évolution est possible lorsque la voyelle est en position libre. Je vous dirai ce que ça signifie. Autre chose, c'est l'évolution lorsque la voyelle est en position entravée. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces distinctions, on peut commencer à voir aujourd'hui l'évolution du vocalisme tonique, évolution spontanée, en syllabes, entravée. On commence par ça. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une syllabe entravée? Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait de quoi il s'agit? Non. Alors, une syllabe entravée est une syllabe dans laquelle la voyelle est, comment dire, entravée justement par la présence d'une consonne. Cela signifie que c'est une syllabe qui se termine par une consonne. Cela est normalement possible quand il y a dans un mot une suite de plusieurs consonnes. Normalement, s'il y a deux consonnes de suite dans un mot, la première consonne de ce groupe fait partie de la syllabe précédente et de cette manière constitue une entrave pour la voyelle de la syllabe. Je vous donne des exemples concrets, ça sera plus simple. Mais là, je vous ai mis pourquoi je pars de l'évolution de la voyelle en syllabe entravée. Parce que c'est l'évolution la plus simple. Parce qu'il y a justement cette entrave. C'est une entrave qui empêche à l'évolution vocalique d'aller plus loin, d'aller très loin. Donc, l'évolution que vous voyez correspond tout à fait à ce qu'on avait vu dans le triangle latin. C'est-à-dire que nous avons 7 voyelles en syllabes entravées. Les 5 voyelles qui existaient aussi en latin, et 2 variantes de « et » et de « o », c'est-à-dire « et » fermée ou ouverte, et « o » fermée ou ouverte. Là, vous voyez, qu'est-ce que ça signifie une
syllabe entravée. J'ai mis une barre verticale là où il y a la séparation des syllabes. Vous voyez que, avec un groupe de 2 consonnes, la consonne, la première, fait partie de la syllabe précédente. Du coup, cette voyelle n'est pas à la fin de la syllabe. Elle est entravée. Et c'est le cas de tous les exemples que vous avez ici, y compris, faites attention, les cas dans lesquels il y a eu déjà une évolution au latin vulgaire. Si vous vous souvenez de ce dont on a parlé, par exemple dans l'appendix Probi, on a parlé de la syncope des voyelles atomes. Or, cette syncope, ça fait en sorte que ces mots, cette syllabe en particulier, qui était au début, en latin classique, une syllabe libre, parce que la voyelle était à la fin de la syllabe, avec la syncope devient entravée, parce qu'on retrouve le contact entre 2 consonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une évolution progressive et qui s'accomplit complètement vers le XIIe siècle. C'est-à-dire, c'est au XIIe siècle où s'établit le U, ou plutôt le OU, tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'abord, au début, c'était prononcé plutôt comme un O très fermé. Donc c'est au XIIe siècle qu'on arrive pleinement à la prononciation OU. C'est un peu plus tôt, entre 8e et 9e siècle, qui se crée le U typique du français. Autre chose que je peux vous dire, vous voyez ce type d'évolution qui permet une distinction entre et fermé et ouvert. Cette distinction s'estompe vers le XIIe siècle à cause d'une réaction analogique. C'est-à-dire, on a tendance à faire fusionner tous les « et ». Donc, par exemple, ce mot qui se distinguait par la présence d'un « et » fermé, « dette », en français moderne, vous le prononcez « dette ». Donc, c'est ouvert maintenant. Et c'est assimilé à l'autre type de « e ». Attention, là, ça vient la partie la plus difficile. Je ne vais pas tout commenter, je vous laisserai le temps de travailler sur ça. Si jamais vous me poserez des questions la semaine prochaine, je vous indique seulement les choses les plus importantes. Évolution en syllabes libres. Comme je vous ai dit, c'est une évolution plus poussée, puisque la voyelle se trouve libre. Alors, je le dis au fur et à mesure, I et U n'ont aucune différence. Elles sont traitées comme en syllabes entravées. Donc les 2 voyelles extrêmes, il n'y a pas de différence entre syllabes libres et syllabes entravées. Ce qui est très différent est le traitement du « et » et du « o ». Le « et », en particulier le « et » ouvert, diphtongue. Donc disons que la tendance générale de l'évolution des voyelles en syllabes libres, c'est la diphtongaison. C'est-à-dire, à partir d'une seule voyelle latine, on obtient 2 voyelles en français. Donc vous voyez là les 2 voyelles ouvertes, et, o, subissent une diphtongaison et une évolution progressive qui les conduit jusqu'à la prononciation actuelle. Remarquons que si, dans le premier cas, pied est encore diphtongué aujourd'hui, dans le deuxième cas, le O ouvert, l'évolution a amené à une réduction de la diphtongue, qui est encore graphique, EU, c'est toujours une diphtongue du point de vue graphique, mais dans la prononciation, on est revenu à une prononciation avec une seule voyelle, qui est le E, justement. Le A subit une palatalisation. C'est une des caractéristiques typiques du français. Donc, elle devient E. Les voyelles fermées diphtonguent aussi. Et là, c'est la différence fondamentale du français
entre le français et toutes les autres langues romanes. Le français étant la seule langue qui fait diphtonguer les voyelles fermées. Alors regardez là, évidemment, l'évolution importante qui a eu lieu. Parce que l'évolution ne s'arrête pas à la première diphtongaison qui est assez ancienne, 6e siècle, EI, mais on passe à OI. Et puis ensuite, ce qui est important, à un moment donné, avec l'imposition de la langue écrite, la graphie reste identique, se bloque. Donc la graphie reste OI. Mais la phonétique continue. Et ça fait une des difficultés les plus grandes du français actuel. C'est-à-dire le fait que l'orthographe ne correspond pas à la phonétique. Parce que l'orthographe s'est fixée assez rapidement, alors que l'évolution phonétique a continué. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui on dit ouais, on dit wa, mais on écrit autrement. Donc la graphie s'est arrêtée là, l'évolution a continué, ouais, jusqu'au XIIIe siècle, pour arriver, mais ça on le verra quand on parlera de l'évolution par l'époque moderne, jusqu'à devenir wa, la forme actuelle, la prononciation actuelle. Vous voyez que là, je vous ai mis toujours la barre pour indiquer la fin de la syllabe, et dans tous les cas, il s'agit des voyelles ouvertes, des syllabes ouvertes. Vous voyez que ce sont des syllabes qui finissent par la voyelle. Oui. Ça se prononcerait comment, du coup, la première forme qui suit le pilum? C'est là? Non, juste en dessous. Pilum. Peil. Ce serait pays. Oui, peil. Oui, tout à fait. Peil, poi, et puis ça va dans la direction de la prononciation moderne. Poel, poil. O fermé, même chose que le O ouvert. Tout d'abord diphtongaison avec évolution, et à la fin du Moyen-Âge, graphie qui reste d'une certaine manière diphtonguée, mais prononciation qui se reconstitue sur une seule voyelle. Alors, les diphtongues latines, je vous avais déjà dit, existent. Il y en avait très peu, il y en avait deux finalement. C'était AE et E. AE, OE. Alors, ces deux diphtongues, déjà à une époque très précoce, sont réduits. Le AE à E brève et le OE à E fermé, à E long. Donc, après, à partir de là, c'est la même évolution qu'on a. Autre chose importante, par contre, est l'évolution de AU latin, qui devient O, mais assez tard, donc fin 5e, début 6e siècle. À partir de ce moment-là, je vous pose une question. Je vous avais parlé de l'importance fondamentale de la chronologie relative de l'évolution phonétique. Parce qu'on peut dater les phénomènes aussi à travers cette chronologie relative. Je vous fais un exemple. Prenons le latin causa, qui donne le français chose. On a là deux phénomènes phonétiques fondamentaux. Il y en a plusieurs, mais deux fondamentaux. Le premier est la palatalisation du C. C'est-à-dire le C devient CH. Et l'autre phénomène est le passage, la transition de AU à O. D'accord? Alors, puisqu'on sait, on l'a déjà vu en partie quand je vous ai parlé du dialecte du Nord. Je vous ai dit, le dialecte du Nord n'a pas l'évolution palatalisée de C plus A. Alors, on sait que le C suivi par un A palatalise en français. Le C suivi par un O ne palatalise pas. Ça reste du temps. À partir de ces données, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous savez me dire quel est l'ordre de ces évolutions, de ces deux phénomènes?
Quel est le plus ancien et quel est le plus tardif? Oui. On a d'abord la palatalisation. D'abord la palatalisation. Excuse-moi, on n'a plus le A pour faire le ch. Et après, on a remplacé le AI par un O. Exactement. Exactement. La palatalisation du C nous dit qu'il devait y avoir un A après le C. Sinon, cette palatalisation n'aurait pas eu lieu. Donc, déjà, rien qu'en regardant ce mot, on peut disposer deux phénomènes dans un ordre chronologique. On ne sait pas encore le dater, mais c'est déjà une information. D'accord? Si AU était devenu O avant l'autre phénomène, il n'y aurait pas eu de palatalisation. On dirait cause. Donc, il est nécessaire que ce phénomène soit précédent l'autre. Vous avez compris la... Voilà. C'est une... comme je vous ai dit, que encore plus qu'apprendre par cœur toutes ces informations qu'il est impossible de maîtriser, etc., c'est important de comprendre le mécanisme, d'entrer dans le mécanisme et de raisonner sur l'évolution de la langue. Parce que avoir ces éléments nous permet de faire toute une série d'observations. Alors, maintenant, on passe à l'évolution conditionnée. Ok? C'est-à-dire cette évolution qui n'est pas spontanée, mais qui est due à l'influence d'autres éléments phonétiques. On distingue 4 types d'évolution conditionnée. Le premier type, le plus important de loin, est la palatalisation, qui est très, très important pour le français. La palatalisation est due à l'influence d'un iode. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'est-ce que c'est qu'un iode. J'ajoute qu'un iode n'est pas toujours évident quand on regarde l'étymologie du mot. Parfois, il est dégagé par l'évolution même. Mais sur ça, on reviendra. Deuxième phénomène, les autres sont beaucoup moins importants. La palatalisation est fondamentale. Les autres sont la vélarisation, c'est-à-dire le L qui, lorsqu'il est suivi par une consonne, devient U. La nasalisation, c'est-à-dire l'influence d'une consonne nasale, N ou M, sur la voyelle précédente. Et finalement, la métaphonie, qui est un phénomène provoqué par l'influence d'un I-long latin final. On les voit maintenant l'un après l'autre, en commençant aujourd'hui par la palatalisation. Alors, là aussi, je ne peux pas tout commenter, mais je me limite à vous donner un peu quelques indications. Vous voyez qu'il y a là un iode. Mais ce iode, si vous regardez l'ectum, vous ne le voyez pas. Donc il faut savoir que ce iode palatalisé, c'est vraiment un trait, encore une fois, du substrat celtique. Le fait qu'il y a un dégagement du iode très fréquent dans l'évolution des consonnes. Et c'est ça qui provoque le phénomène important de palatalisation qui caractérise la langue française. Donc on sait que le groupe de consonnes CT a eu tendance, probablement pour une difficulté de prononciation, à dégager un iode. C'est comme s'il avait produit un iode qui a ensuite influencé la voyelle précédente. D'où le fait qu'il y a d'abord la création d'une triphtongue, 3 voyelles de suite, et comme le français n'admet pas les triphtongues, bientôt ce triphtongue s'est réduit, et ce sont les 2 voyelles extrêmes qui l'ont importé, pour ainsi dire. Le fait d'avoir 2 i a pesé dans l'évolution et a produit un i. D'où le fait que l'ectum, le est ouvert, le est bref aurait dû donner un est ouvert dans une situation normale, mais à cause de l'influence du iode, il y a eu cette évolution qui a amené jusqu'à i. Même chose avec une évolution différente, évidemment, pour le O ouvert. Beaucoup plus simple la situation dans les autres cas.
quand on a un iode plus un A libre, il y a tout simplement IA, qui palatalise ensuite jusqu'à devenir IE. Là aussi, remarquez que caput, on ne voit pas le iode. Mais comme je vous ai dit que la palatalisation du C devant A est très précoce, ce type de palatalisation dégage justement un iode. Et donc, exerce une influence sur la voyelle qui suit. Donc le A, qui, en conditions normales, devrait palataliser, mais elle devrait rester E, avec l'influence du iode, diphtongue et devient IE. Je n'entre pas dans le commentaire des autres parties pour ne pas perdre du temps, mais je vous laisse regarder avec du calme. J'ajoute seulement que au-delà de chaque voyelle suivie ou précédée par un iode, j'ai ajouté l'évolution d'un suffixe qui est très spécial et qui est aussi influencé par un iode. Le suffixe latin arium ou aria, qui a une évolution spéciale pour laquelle il faut tenir compte de l'ensemble du suffixe. Donc on a hier pour arium, hier au féminin pour aria. Pour le reste, je vous laisse regarder avec du calme et on en parlera si jamais la prochaine fois. Vous voyez que je voulais juste résumer avec les exemples. Vous pouvez voir aussi quels sont les groupes qui produisent, qui dégagent un iode. Alors, il y a des exemples dans lesquels le iode est déjà présent en latin. C'est par exemple ce cas-là, medium, le I est un iode, hodie, le I est un iode, corium. Donc, dans certains cas, le iode est déjà dans le mot latin. Dans d'autres cas, ce iode est toujours dégagé par un procédé de palatalisation. Le cas spécial de CT, c'est la seule langue de français dans laquelle CT palatalise. Mais des cas beaucoup plus faciles à expliquer, c'est le C devant A, E ou I. Le C devant A, E, I palatalise régulièrement. Donc, il y a dégagement du iode. On verra bien ça quand on parlera du consonantisme. Mais c'est déjà important de souligner quelles sont les possibilités qui produisent un iode. Voilà, question? Oui, alors là, après, il y a la vélarisation, on la laisse de côté, la vélarisation, pour l'instant. Non, vous êtes détruit. Oui? Quand vous dites le C devant A, E, I, il palatalise régulièrement, c'est indépendamment du fait que ce soit un E ouvert ou un E fermé ou un... Ouais. Ça veut dire que, pour ainsi dire, pour résumer, le C suivi par une voyelle palatale, rappelez-vous toujours le triangle, hein, le C suivi par une voyelle palatale, E, I, ou intermédiaire, qui est le A, palatalise. Par contre, le C suivi par une voyelle vélaire, O, U, ne palatalise pas. D'autres questions? Non? Alors on passe à la partie textuelle, si vous voulez bien. Alors, avant de passer à la partie textuelle, je vous recommande de commencer à travailler, de préparer, pour ainsi dire, les textes 2 et 3 du dossier pour la prochaine fois. C'est-à-dire, je crois que les 2 et 3 sont la Sainte-Hélène de Sainte-Eulalie et la chanson de Roland. Donc, je ne sais pas si on pourra parler déjà de la chanson de Roland, mais en tout cas, commencez à les préparer. Comme ça, vous faites l'habitude. Quand je dis préparer, je dis lisez, essayez de retrouver de vous poser quelques questions sur certains phénomènes.
et à la limite noter les questions. Comme ça, ensuite, quand on en discute, on peut répondre à vos questions, ou alors vous avez déjà des éléments pour reconstruire le cadre. C'est pas facile pour les tout premiers textes qui sont vraiment très loin du français moderne, mais ça deviendra au fur et à mesure beaucoup plus facile. Alors, les sermons de Strasbourg, monument de la langue française. Alors, je commencerai déjà à vous décevoir. Finalement, la langue des sermons de Strasbourg n'est pas vraiment du français. Mais on verra un peu dans le détail ensuite. Je commence par quelques éléments historiques, même si je pense que vous connaissez tous l'histoire des sermons de Strasbourg. C'est un document très important qui se trouve inséré à l'intérieur d'une chronique latine dont je parlerai, et qui correspond à un événement historique qui s'est produit le 14 février 842. D'accord ? À cette époque, il y avait eu donc, vous savez que le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, avait divisé l'Empire en 3 parties, en donnant une partie à chacun de ses enfants. D'accord ? Cette situation de division de l'Empire avait créé des tensions entre les frères, au point que 2 des frères s'étaient coalisés contre le 3e. C'est l'alliance entre Charles de Chauve et Louis le Germanique contre Lothaire. Dans cette coalition, cette alliance a été scellée par un serment prêté par les 2 chefs et témoigné par les 2 armées. Donc c'est aussi un phénomène juridique intéressant. Puisque les soldats ne parlaient pas du latin, ne parlaient plus du latin, le sermon, y compris le sermon des 2 chefs, a été prononcé dans la langue des 2 armées, qui n'était pas la même, parce qu'il y avait le côté français et le côté allemand. Donc il y avait déjà 2 langues différentes. Du coup, Charles de Chauve a prononcé son sermon en allemand, c'est-à-dire la langue de l'armée de son frère, afin que l'armée puisse témoigner l'engagement pris. Et Louis le Germanique a prononcé son sermon en français, qui était la langue de l'armée de Charles de Chauve. Voilà, alors ça je l'ai déjà dit, donc je n'y insiste pas. La chronique dans laquelle ce texte est conservé est l'histoire des fils de Louis le Pieux de Nithard. C'est un texte fondamental. Imaginez-vous que ce texte est entièrement écrit en latin. Il y a 2 phrases qui ne sont pas écrites en latin, ce sont justement les 2 parties qui constituent les sermons de Strasbourg. Cela vous dit aussi l'importance juridique, c'est-à-dire que Nithard, justement dans cette idée de donner un récit le plus correspondant à la vérité possible, a souligné le fait que ce sermon, pour être compris, devait être prononcé dans les langues compréhensibles, et pour un souci de vérité, a reproduit le sermon dans la langue telle qu'elle a été prononcée. C'était notre chance. C'est-à-dire que s'il avait choisi de tout écrire en latin, on n'aurait pas les sermons de Strasbourg. Ou on les aurait, mais dans la version latine. Ce monument est conservé à Paris, dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, manuscrit latin 9768. Un manuscrit de la fin du Xe siècle, mais on sait que la chronique est beaucoup plus ancienne, et la volonté de l'auteur de conserver la langue de l'original nous invite à dire que, effectivement, ce texte devrait correspondre plus ou moins à ce qui a été vraiment dit en 842, avec une différence fondamentale, qu'il n'y avait pas encore de tradition écrite en 842. Donc, la graphie du texte, tel que nous la lisons, est une graphie très latinisante. Forcément. C'est-à-dire que pour prononcer, pour écrire certains sons que le latin n'avait pas,
il y avait toujours l'alphabet latin. C'est-à-dire on n'avait pas encore inventé de nouvelles possibilités pour exprimer des sons que le latin n'avait pas. D'où le fait que très vraisemblablement, la version écrite que nous avons est une version fortement latinisée. Donc il ne correspond pas tout à fait à ce qui devait être la phonétique de l'époque. Là, vous avez la reproduction de 2 extraits, les 2 passages. N'oublions pas que nous avons aussi la version allemande. Donc c'est vraiment un document historique très fidèle. Mais là, ce sont les 2 parties du sermon en français. D'abord, le sermon de Louis le Germanique, et ensuite le témoignage de l'année qui dit « Oui, nous avons entendu prononcer ce sermon ». Et là, vous avez le texte que je vous traduis très rapidement. La première partie, « Pour l'amour de Dieu, pour le peuple chrétien et pour notre salut commun, je jure que dorénavant, autant que Dieu m'en donnera savoir et pouvoir, je secourrai mon frère Charles que voici, lui apportant aide et toutes choses, comme on doit secourir son frère selon le droit, à condition qu'il fasse de même à mon égard. Avec Lothaire, qui est l'autre frère, le 3e, je ne tiendrai aucun plaid qui de ma volonté puisse porter tort à mon frère Charles que voici. Donc vraiment une formule juridique. Et la réponse de l'armée, si Louis observe le serment qu'il jure à son frère Charles, et que Charles, mon seigneur, de son côté ne le maintient pas, si je ne puis pas l'en détourner, ni moi, ni aucun de ceux que j'en pourrais détourner, nous ne lui serons d'aucune aide contre Louis. Voilà, compliqué un peu la syntaxe, mais finalement le sens est clair, je pense. Alors maintenant, je vous pose la question, vous avez le texte sous les yeux. Qu'est-ce qu'il y a de français dans ce texte? Dites-moi, qu'est-ce que vous reconnaissez comme étant du français? Ouais. On aurait déjà amour qui est très proche. Oui, voilà, les latins n'étaient pas très différents non plus. Donc, quelle est la différence fondamentale dans ce cas? En latin, il y avait encore un « et » à la fin. Oui, c'est l'absence de la voyelle finale. Et là, c'est un phénomène, mais ce n'est pas vraiment du français, mais c'est un phénomène en tout cas assez typique qu'on peut constater dans ce document. On a tendance à éliminer les voyelles finales. Mais ça, je vous avais dit, c'est une tendance très précoce du latin parlé. Mais on la constate très bien ici. Donc, disons, c'est un trait d'évolution, je ne dirais pas encore un trait typiquement français. D'autres éléments? C'est pas facile de reconnaître du français dans ce texte. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du français. Mais je le dis, je vous laisse le temps de penser tout le temps. Je le dis parce que, pour 2 raisons. D'un côté, parce que l'évolution est vraiment très très primitive, d'un côté. Et de l'autre côté, parce que c'est un texte écrit. Et comme je vous disais, il y a une grande difficulté à exprimer précisément avec l'alphabet latin l'évolution phonétique. Oui? Je dirais qu'on a le chose, causa qui. Parfait. On à cause du A, qui devient O. Exact. Alors, ne vous faites pas influencer par le fait qu'il n'y a pas de H là. Évidemment, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait faire cet exercice. Puisqu'on a le O, on sait que la palatalisation est déjà accomplie. Donc là, c'est chose. Et le O est un phénomène assez. La combinaison des deux, palatalisation et réduction de la diphtongue AU, est un phénomène assez typique du français. Donc là, c'est déjà un élément qui nous dit que ça ne pourrait pas être une autre langue, en principe. Oui. Donc, que la palatalisation avait déjà été accomplie, ça veut dire que là, la graphie, c'est écrit causa, mais que ça se prononçait. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, le tche, ça n'existait pas en latin, tout simplement. Ils ne savaient pas comment l'écrire. Donc après, ensuite, on a décidé, oui, voilà, si on met un H, ça nous aide à comprendre. Mais c'est pas du tout, ça ne correspond pas
à l'alphabet latin. Oui. Je dirais la palatisation du U tonique sur nul. La palatisation de quoi? Du U sur nul. Sur Nul. Je vois pas, hein. Juste après Luther. Non, c'est ça? Non. Nul avec un. Nul. À côté de Blade. Oui, parce que là, c'est nul. Voilà. Pourquoi vous dites, quelle est la différence entre ce U et les autres? Je sais pas, j'imagine, parce que je vais regarder par rapport à la traduction latine avec nulam, peut-être. Oui. Et puis peut-être au niveau de la prononciation, on est sur une palatisation du tonique en U. Oui. À la place du U, on a U. Oui, alors, la palatalisation probablement a déjà eu lieu en ce moment-là, mais effectivement, il n'y a pas, enfin, nous n'avons pas de possibilité du point de vue graphique, nous n'avons pas la possibilité de dire, effectivement. Il n'y a pas de différence entre ce U et d'autres. Par exemple, amour. Qu'est-ce qui nous dit que amour et nul se prononcent de manière différente? Donc, effectivement, d'un point de vue historique, probablement cette évolution a déjà eu lieu, mais je ne dirais pas que ce soit un trait qu'on peut distinguer à partir de ce document, parce que la graphie, justement, ne le dit pas. Vous avez levé la main, non? D'autres Donc, vous voyez la difficulté d'une langue comme le latin, qui a un alphabet bien formé, qui se trouve à devoir exprimer des sons qui sont issus d'une évolution sans en avoir les instruments. D'où le fait que, je vous donne un autre exemple. Alors là, vous voyez qu'il y a une autre caractéristique qui n'est pas strictement française, mais qui commence à être, c'est par exemple le fait qu'on ne conserve pas les voyelles d'appui correspondantes à... Il est quelle heure? C'est le moment de... Ah oui. Bon, je vous dis encore deux choses, après je vous laisse partir. Ça ne correspond pas tout à fait à l'étymologie latine. Fradre, ça va encore parce que c'est fratrem. Mais si vous prenez, il faut que je trouve maintenant un mot. Voilà, nous avons Carlo, Carle, Carlus. D'accord? Donc, d'un côté, cela nous dit que, comme on a déjà dit, la voyelle finale a tendance à tomber, mais puisqu'il y a un groupe de consonnes qui nécessite une voyelle d'appui, cette voyelle n'est plus la voyelle qui existait avant. C'est l'origine de ce qu'on a, du E neutre qu'on a aujourd'hui, du E atome. Mais encore une fois, le latin ne sait pas comment l'écrire. Donc il y a parfois une voyelle qui correspond plus à l'étymologie, Carlo, parfois une voyelle qui correspond un peu plus à la phonétique, Carle. Normalement, la prononciation devrait être Carle. Mais on ne sait pas comment écrire ce E qui n'existait pas en latin. Mais on constate en tout cas que ce phénomène a déjà bien eu lieu. Alors, je dirais en tout cas que certains éléments, pour terminer, qui nous parlent bien du français, on a déjà relevé chose, mais il y a aussi savir. Pourquoi savir? Savir, c'est savoir. Hein? Parce qu'on constate une évolution de la consonne interne au deuxième degré, ce qui est typiquement français. Le latin avait sapere, P. Alors P devient B, devient B. C'est au deuxième degré. Et là, c'est seulement le français qui le fait. Donc il y a ce mot qui est du français. L'autre élément important, c'est phasette, qui nous montre la palatalisation poussée du C devant E. Et pour ce qui est de diphte et de cite, il est important de souligner que très vraisemblablement, ce sont doit et soit. Donc dans ce cas-là, il y a une graphie hyper latinisée, mais très probablement, on a déjà eu une diphtongaison. Donc ce I devrait exprimer au niveau graphique une nouvelle diphtongaison, ce qui est typique du français. Pour le reste, il y a d'autres phénomènes, on en parlera peut-être encore la prochaine fois,
Mais on constate que c'est un latin qui n'est plus du tout du latin classique, qui est très éloigné du latin classique, mais on ne peut pas encore dire, je dirais que, pour résumer, je dirais que c'est une tentative de transcrire en latin le latin vulgaire extrêmement poussé qui devait être parlé à cette époque, qui contient déjà des éléments qui sont typiques de l'évolution française. Vous voyez la diphtongaison en tout cas. Diphtongaison, je dis que diphth et sith correspondent vraiment à une diphtongaison qui a eu lieu, mais il y a aussi des cas dans lesquels la diphtongaison est bien attestée. Même si ce n'est pas encore une diphtongaison uniquement française, mais Dreit, Pleit confirme la diphtongaison influencée par CT, parce que directum, donc CT, Placitum, donc encore une fois CT. Voilà, excusez-moi si j'ai fait un peu long. Et donc pour la prochaine fois, texte 2 et 3. Et voilà, ça devrait devenir de plus en plus simple maintenant, hein, parce que les choses les plus difficiles, on les a faites.